Dans chaque recoin de notre monde, sous le sable des déserts et au fond des océans, reposent des questions qui refusent de se taire. Sous des couches de poussière et des siècles d'oubli, gisent des ruines, des artefacts et des murmures. Les vestiges de civilisation qui défient tout ce que nous pensions savoir sur notre histoire, notre technologie et le véritable potentiel de l'esprit humain. Des structures taillées avec une précision mathématique, bien avant que les mathématiques complexes n'existent officiellement. Des pierres colossales transportées à travers des montagnes, sans roues, sans machines, des messages gravés dans des langues oubliées, écrits par des mains dont plus personne ne se souvient du nom. Qui les a créés? Pourquoi? Est la question la plus troublante de toutes. Comment? Il ne s'agit pas simplement de vide dans nos livres d'histoire. Ce sont des failles béantes dans notre compréhension du passé. Des mystères qui non seulement nous déconcertent, mais qui nous provoquent, qui nous remuent de l'intérieur, nous forçant à nous demander si l'histoire que nous connaissons n'est que la surface de quelque chose de bien plus vaste, de bien plus étrange. Et s'il existait un chapitre perdu de l'histoire humaine, un chapitre enterré sous les cendres, sous l'océan ou sous des siècles de déni? Ce soir, nous allons commencer à l'exhumer. Alors, installez-vous confortablement et accompagnez-moi pour découvrir les mystères anciens les plus déconcertants que la science, encore aujourd'hui, ne parvient pas à expliquer. Le manuscrit de Voynich, le livre que personne au monde ne peut lire. Notre voyage commence non pas dans une ruine balayée par le vent, mais dans le silence feutré d'une bibliothèque. Il repose là, sous une lumière contrôlée, un petit codex modeste d'environ 240 pages. Il ne paie pas de mine, mais il représente l'un des plus grands défis intellectuels de l'histoire de la cryptographie, le manuscrit de Voynich. Nommé d'après Wilfrid Voynich, le marchand de livres rares qu'il a redécouvert en 1912, ce livre est un pur paradoxe. La datation au carbone 14 nous apprend que son vélin a été fabriqué au début du XVe siècle. Son texte, écrit d'une main élégante et fluide, s'écoule de gauche à droite sur chaque page. Des illustrations complexes et colorées de plantes inconnues, de diagrammes astrologiques, de constellations bizarres et de figures humaines nues se baignant dans des liquides étranges l'accompagnent. Tout y semble intentionnel, organisé, méthodique. Il n'y a qu'un seul problème, un problème de taille. Personne, absolument personne, ne peut le lire. L'alphabet, composé de 20 à 30 glyphes distincts, ne correspond à aucune langue connue, ancienne ou moderne. Pendant plus d'un siècle, les plus grands esprits se sont penchés sur ces pages. Des cryptographes militaires qui ont brisé les codes de la Seconde Guerre mondiale, des linguistes chevronnés, des historiens, des botanistes et même les intelligences artificielles les plus puissantes d'aujourd'hui, tous ont échoué. L'analyse statistique du texte révèle pourtant des schémas qui sont tout sauf aléatoires. La fréquence des lettres, la longueur des mots, l'entropie du langage, tout suggère une langue naturelle authentique. Certains mots se répètent à côté de certaines illustrations, comme s'ils étaient des légendes. Mais alors, quelle est cette langue? Les théories abondent, chacune plus fascinante que la précédente. Certains pensent qu'il s'agit d'un chiffre de substitution incroyablement complexe, une langue existante, peut-être une forme de proto-roman ou une langue d'Asie centrale, rendue méconnaissable. Mais aucun chiffre n'a jamais résisté à une telle analyse pendant si longtemps. D'autres suggèrent qu'il s'agit d'une langue artificielle, inventée de toutes pièces, comme l'espéranto, mais des siècles plus tôt. Si c'est le cas, qui en était l'auteur et dans quel but? Pourrait-il s'agir d'un herbier alchimique décrivant des plantes aux propriétés mystiques? Les botanistes sont formels. La grande majorité des plantes illustrées n'existent pas sur Terre. Sont-elles des espèces éteintes ou le fruit de l'imagination pure? La section astronomique, avec ses constellations qui ne correspondent à aucune vue depuis la Terre, est encore plus déroutante. Et puis, il y a l'hypothèse la plus simple et la plus frustrante, le canular. Un faux élaboré, créé au Moyen Âge pour tromper un riche collectionneur. Mais cette théorie se heurte à un obstacle majeur, la complexité et la cohérence interne du texte. Créer un faux aussi parfait, qui imite si bien les lois linguistiques, aurait demandé un travail et un génie qui dépassent l'entendement pour une simple escroquerie. Le manuscrit de Voynich reste donc une anomalie silencieuse dans notre histoire. Est-il une fenêtre sur un savoir perdu, une blague complexe qui a traversé les siècles, ou le testament silencieux d'un esprit solitaire et visionnaire? La clé reste perdue, et ces pages continuent de nous fixer, gardant leur secret avec une obstination de papier et d'encre. Le mécanisme denticitaire,
l'ordinateur de la Grèce antique. Des mystères de l'encre et du parchemin, nous plongeons maintenant dans les profondeurs de la mer Égée. En 1901, des pêcheurs d'éponges grecs, cherchant un abri contre une tempête, découvrent une épave romaine près de l'île d'Anticythère. Parmi les statues de marbre et de bronze corrodées, ils remontent un objet étrange, une masse de bronze calcifié de la taille d'une boîte à chaussures, que l'on prend d'abord pour un rocher sans importance. Il faudra des décennies pour que la technologie nous permette de regarder à l'intérieur. Et ce que nous avons trouvé a brisé notre perception du monde antique. Cet objet, connu sous le nom de mécanisme d'Anticythère, est sans doute l'artefact technologique le plus avancé et le plus anachronique jamais découvert. Les analyses par rayons X et tomodensitométrie ont révélé un système interne d'une complexité à couper le souffle. Plus de 30 roues dentées en bronze, des engrenages différentiels, des cadrans et des pointeurs, tous interconnectés avec une précision d'horloger suisse. Sa fonction, prédire avec une exactitude stupéfiante les positions du Soleil, de la Lune et des 5 planètes connues à l'époque, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Il pouvait calculer les phases de la Lune, prédire les éclipses solaires et lunaires, et même indiquer la date des Jeux olympiques et d'autres Jeux panhelléniques. C'était, en substance, un ordinateur analogique, un calculateur astronomique complexe. Le problème est que, selon nos livres d'histoire, une telle technologie n'aurait pas dû exister. La conception d'engrenages aussi sophistiqués, en particulier l'engrenage différentiel, n'est réapparue en Europe que plus de 1400 ans plus tard, dans les horloges astronomiques des cathédrales du XIVe siècle, qui, dans la Grèce du IIe siècle avant Jésus-Christ, possédaient les connaissances mathématiques et l'expertise mécanique pour concevoir et construire une telle machine. Cicéron mentionne bien une sphère mécanique construite par Archimède qui modélisait le système solaire, mais cela a longtemps été considéré comme une simple figure de style. Le mécanisme d'Anticythère prouve que ce n'était pas une légende. Il représente un saut technologique qui semble sortir de nulle part. Nous n'avons trouvé aucun prédécesseur, aucun texte décrivant sa fabrication, aucune autre machine de complexité similaire de cette époque. C'est comme si l'on découvrait un smartphone dans une tombe médiévale. Les inscriptions fragmentaires sur le mécanisme nous donnent des indices, des noms de mois, des termes astronomiques, mais pas le nom de son créateur. Comment ont-ils pu miniaturiser le cosmos dans une boîte en bronze ? Comment ont-ils compris et modélisé les cycles complexes et irréguliers de la Lune, connus sous le nom de cycles de Saros et de Méton, avec une telle précision? La science conventionnelle nous dit qu'il s'agit du sommet d'une tradition technologique perdue, un héritage d'ingénieurs dont toutes les autres œuvres ont disparu, peut-être fondues pour leur métal ou perdues dans des incendies comme celui de la bibliothèque d'Alexandrie. Mais cela ne fait qu'approfondir le mystère. Une tradition aussi avancée aurait-elle pu n'exister que pour un seul objet, sans laisser d'autres traces? Certains osent se demander si ce savoir n'était pas un héritage, le dernier vestige d'une connaissance bien plus ancienne qui a été perdue dans un cataclysme oublié. Le mécanisme d'Anticythère nous force à réécrire notre histoire de la science. Il nous rappelle que le passé n'était pas une longue et lente montée vers notre modernité, mais qu'il contenait des pics de génie, des éclairs de brillance si intenses qui nous échappent encore aujourd'hui. Quelle autre connaissance, quelle autre technologie gît encore au fond de l'océan, attendant de remettre en question tout ce que nous croyons savoir? Les lignes de Nazca, des messages pour les dieux du ciel, de la complexité mécanique cachée au fond des mers, notre quête nous mène à un mystère d'une échelle totalement différente, gravé à la surface même de la Terre. Dans le désert aride du sud du Pérou, s'étend un paysage si sec que certaines régions n'ont pas vu une goutte de pluie depuis des siècles. C'est ici, sur les plaines de Nazca, que s'étend l'une des énigmes les plus vastes et les plus visuellement spectaculaires du monde. Sur plus de 500 km², des centaines de figures géométriques et de dessins stylisés ont été tracés en retirant les cailloux rougeâtres de la surface pour révéler le sol plus clair en dessous. Il y a des lignes droites qui courent sur des kilomètres avec une précision parfaite, des trapèzes, des spirales, et surtout, d'immenses dessins d'animaux. Un singe, une araignée, un colibri, un condor. Ces géoglyphes sont si gigantesques qu'ils sont, pour la plupart, impossibles à discerner depuis le sol. Leur forme et leur splendeur ne se révèlent que vus du ciel. Et c'est là que le mystère commence. Créé par la civilisation Nazca entre 500 avant Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ, leur véritable objectif nous échappe complètement.
La question la plus évidente est: pourquoi créer des œuvres d'art aussi colossales si personne ne pouvait les voir dans leur intégralité? Les archéologues proposent des théories rationnelles. La plus acceptée est que les lignes avaient une fonction rituelle ou religieuse. Elles auraient pu être des chemins cérémoniels, parcourus par les prêtres lors de rituels pour invoquer les dieux de l'eau et de la fertilité, si vitaux dans ce désert impitoyable. Certains géoglyphes, comme le colibri ou le singe, sont associés à des symboles de l'eau et de la forêt amazonienne, suggérant une connexion chamanique. Une autre théorie, plus astronomique, suggère que certaines lignes sont alignées avec des levers ou des couchers de soleil lors des solstices, ou avec la position de certaines étoiles, fonctionnant comme un immense calendrier ou observatoire céleste. Des tests ont montré des corrélations, mais beaucoup trop de lignes ne correspondent à aucun phénomène astronomique connu, ce qui affaiblit l'hypothèse d'un but unique. Mais ces explications, aussi plausibles soient-elles, ne satisfont pas tout le monde. Comment les Nazca ont-ils pu maintenir une telle précision géométrique sur de si longues distances sans point de vue aérien? La création de lignes parfaitement droites sur des kilomètres, traversant des terrains accidentés, est un exploit d'ingénierie remarquable. De petites maquettes ont peut-être été utilisées, mais l'échelle reste ahurissante. C'est cette perspective aérienne qui a donné naissance à des théories plus controversées. Dans les années 60, l'écrivain Eric von Daniken a popularisé l'idée que les plaines de Nazca étaient une sorte d'aérodrome pour des visiteurs extraterrestres, les lignes servant de piste d'atterrissage. Si cette théorie est largement rejetée par la communauté scientifique, elle met en lumière le véritable cœur du problème. Ces dessins semblent avoir été faits pour être vus d'en haut. À une époque, théoriquement, personne ne pouvait voler. Certains chercheurs ont suggéré que les Nazca auraient pu construire des montgolfières primitives, utilisant les textiles qu'ils maîtrisaient si bien et la chaleur du désert pour s'élever. Des expériences ont montré que c'était techniquement possible, mais aucune preuve archéologique d'un tel vol n'a jamais été trouvée. Les lignes de Nazca restent donc une galerie d'art silencieuse, un message dont nous avons perdu le contexte. Étaient-elles des prières dessinées sur le sol, des cartes astronomiques, des chemins spirituels, ou quelque chose de complètement différent, une communication destinée à des êtres que nous ne pouvons qu'imaginer? En regardant ces figures depuis le ciel, on ne peut s'empêcher de ressentir un vertige. Le vertige de se tenir devant un message millénaire dont le sens, peut-être, flotte encore, juste hors de notre portée, quelque part dans le silence du ciel péruvien. Göbekli Tepe, le temple qui précède l'histoire. Alors que les lignes de Nazca nous interrogent sur le pourquoi, un autre site, découvert récemment, nous force à réécrire le quand et le comment de la civilisation humaine. Pendant des décennies, nous avons appris une histoire simple: les humains étaient d'abord des chasseurs-cueilleurs nomades. Puis, ils ont inventé l'agriculture, se sont sédentarisés, ont fondé des villages, puis des villes, et enfin, avec la sécurité et les surplus de nourriture, ils ont eu le loisir de développer la religion organisée et de construire des temples monumentaux. Cette chronologie, qui semblait si logique, a été pulvérisée par la découverte d'un site dans le sud-est de la Turquie. Sur une colline aride, balayée par le vent, se dresse Göbekli Tepe. Ce n'est pas juste un temple ancien. C'est le plus ancien temple mégalithique jamais découvert. Et quand on dit ancien, on pèse nos mots. La datation au carbone 14 a révélé que sa construction a commencé il y a près de 12 000 ans. C'est 6 000 ans avant Stonehenge, 7 000 ans avant les premières pyramides d'Égypte. C'est une époque si reculée qu'elle précède l'invention de la poterie, de l'écriture et même de l'agriculture. Les gens qui ont bâti Göbekli Tepe étaient, selon notre compréhension, des chasseurs-cueilleurs de l'âge de pierre. Et pourtant, ce qu'ils ont accompli défie l'imagination. Le site est composé d'une vingtaine d'enceintes circulaires, dont seules quelques-unes ont été fouillées. Au centre de chacune se dressent deux immenses piliers en forme de T, pesant jusqu'à 15 tonnes et mesurant plus de 5 mètres de haut. Ces monolithes sont entourés de piliers plus petits, tous sculptés avec une finesse artistique remarquable. On y voit des bas-reliefs d'animaux, des renards, des serpents, des sangliers, des grues, des lions. Ce ne sont pas des scènes de chasse, mais des représentations symboliques, stylisées, d'un monde spirituel complexe. Comment des groupes nomades, sans outils métalliques, ils n'avaient que des outils en silex, sans animaux de trait, ont-ils pu extraire, transporter sur des centaines de mètres et ériger des piliers de plusieurs tonnes avec une telle précision? La construction d'un tel site aurait nécessité une organisation sociale,
une main-d'œuvre coordonnée et une planification à long terme que l'on croyait impossible pour des sociétés pré-agricoles. Göbekli Tepe inverse la causalité de l'histoire. Il semble que ce ne soit pas l'agriculture qui a permis la construction de temples, mais peut-être le besoin de se rassembler pour construire un temple qui a poussé les humains à inventer l'agriculture. Les archéologues pensent que des groupes de chasseurs de toute la région se rassemblaient périodiquement sur cette colline sacrée pour des rituels. Pour nourrir ces centaines de travailleurs, il aurait fallu une source de nourriture stable, ce qui aurait pu catalyser la domestication des céréales sauvages qui poussaient abondamment dans la région. La religion n'aurait donc pas été une conséquence de la sédentarisation, mais sa cause première. C'est une révolution dans notre compréhension de la préhistoire. Mais le mystère le plus profond est peut-être sa fin. Après environ 2 millénaires d'utilisation, vers 8000 avant Jésus-Christ, Göbekli Tepe a été délibérément et méticuleusement enterré. Ses créateurs ont passé des siècles à le recouvrir entièrement de terre, créant la colline artificielle sous laquelle il a été préservé pendant 10 000 ans. Pourquoi ? Pourquoi un peuple consacrerait-il une énergie si colossale à construire un lieu sacré, pour ensuite l'ensevelir volontairement? Était-ce pour le protéger? Pour le cacher? Ou était-ce un acte rituel? Une façon de mettre à mort le temple lorsque sa fonction était terminée? Nous n'avons aucune trace écrite, aucun indice pour nous guider. Göbekli Tepe est comme une cathédrale surgie du néant de l'âge de pierre. Il nous parle d'une humanité bien plus complexe, plus organisée et plus spirituellement développée que nous ne l'avions jamais imaginé. Il est le point zéro de l'architecture monumentale, et nous commençons à peine à écouter les histoires que ces pierres silencieuses ont à nous raconter. La grande pyramide de Gizeh, l'énigme de la précision impossible. De la naissance de l'architecture monumentale, nous voyageons plusieurs millénaires en avant vers un monument que tout le monde connaît, mais que personne ne comprend vraiment. La grande pyramide de Gizeh, la dernière des 7 merveilles du monde antique encore debout, elle est un testament à la puissance et à l'ingéniosité de l'Égypte ancienne. Officiellement, elle est le tombeau du pharaon Khéops, construit aux alentours de 2560 avant Jésus-Christ. Voilà pour la version simple. Mais lorsque l'on se penche sur les détails de sa construction, la simplicité s'efface pour laisser place à un abîme de questions sans réponse. Commençons par les chiffres, car ils sont vertigineux. La pyramide est composée d'environ 2,3 millions de blocs de pierre, pesant en moyenne 2,5 tonnes chacun, certains blocs de granit dans la chambre du roi pesant jusqu'à 80 tonnes. Ces 80 tonnes de granit ont été extraites d'une carrière à Aswan, à plus de 800 km de distance, puis transportées et hissées à une hauteur de 60 mètres. Comment ? La théorie la plus répandue parle de rampes gigantesques. Mais la physique et la logistique d'une telle rampe sont un cauchemar. Une rampe externe droite, pour atteindre le sommet avec une pente praticable, aurait dû mesurer plus de 1,5 km de long et aurait nécessité un volume de matériaux presque aussi grand que la pyramide elle-même. D'autres théories parlent de rampes en spirale ou de rampes internes, mais aucune preuve concluante n'a été trouvée. La logistique de déplacer et de placer un bloc toutes les quelques minutes, 24 heures sur 24, pendant 20 ans, dépasse l'entendement. Mais la logistique n'est qu'une partie du mystère. La précision est encore plus déroutante. La base de la pyramide forme un carré presque parfait de 230 mètres de côté, avec une erreur de moins de 15 cm. Ces 4 côtés sont orientés vers les 4 points cardinaux avec une précision stupéfiante, une erreur de moins de 3 minutes d'arc, une précision que nous n'avons retrouvée qu'à l'ère du télescope et du compas moderne. Comment ont-ils atteint une telle perfection avec des outils aussi rudimentaires que des cordes, des équerres en bois et l'observation des étoiles? Les faces de la pyramide ne sont pas plates, mais légèrement concaves, une caractéristique si subtile qu'elle n'est visible du ciel qu'au lever et au coucher du soleil, lors des équinoxes. Était-ce intentionnel? Si oui, pourquoi? L'intérieur est tout aussi mystérieux. Les couloirs, comme le couloir descendant, sont d'une rectitude parfaite sur des dizaines de mètres. La maçonnerie des chambres funéraires est si précise que l'on ne peut glisser une carte de crédit entre les blocs. Et puis, il y a les conduits d'aération de la chambre du roi et de la reine. Ces conduits étroits, qui ne mènent pas à l'extérieur pour la plupart, sont alignés avec une précision astronomique sur certaines étoiles, comme Orion et Sirius, qui avaient une importance capitale dans la religion égyptienne. Étaient-ils des chemins pour l'âme du pharaon vers les cieux, ou avaient-ils une autre fonction que nous ignorons? Récemment, la technologie de la muographie, détection de particules cosmiques,
a révélé l'existence d'un vide immense, aussi grand qu'un avion de ligne, au-dessus de la grande galerie, une chambre secrète dont nous ignorons tout. Que contient-elle? Pourquoi a-t-elle été scellée? La Grande Pyramide n'est pas seulement un tombeau. C'est un chef-d'œuvre de mathématiques, d'ingénierie et d'astronomie. Elle encode des connaissances comme la valeur de pi et le nombre d'or dans ses proportions. La science conventionnelle nous assure que tout cela a été fait avec des milliers d'ouvriers, du temps et un génie de l'organisation. Mais pour beaucoup, l'accumulation de ces précisions impossibles et de ces prouesses logistiques pointe vers quelque chose d'autre. Une connaissance perdue, une technologie oubliée, la pyramide reste là, massive et silencieuse, défiant nos certitudes et gardant ses secrets, pas seulement ceux d'un pharaon, mais peut-être ceux d'une science que nous commençons à peine à redécouvrir. La disparition de la civilisation de la vallée de l'Indus. Les mystères ne résident pas toujours dans ce que les anciens ont construit, mais parfois dans leur silence soudain. Pendant des millénaires, l'Égypte et la Mésopotamie ont été considérés comme les seuls berceaux de la civilisation. Mais au début du XXe siècle, la découverte des ruines de Mohenjo-Daro et Harappa, dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan et l'Inde, a révélé une troisième grande civilisation de l'âge du bronze, la civilisation de la vallée de l'Indus. Et elle était, à bien des égards, la plus avancée et la plus énigmatique de toutes. À son apogée, vers 2500 avant Jésus-Christ, elle s'étendait sur plus d'1 million de kilomètres carrés, plus que l'Égypte et la Mésopotamie réunies. Ces villes, comme Mohenjo-Daro, étaient des merveilles d'urbanisme. Elles étaient construites sur des grilles planifiées, avec des maisons en briques cuites de taille standardisée, des systèmes d'égouts et de gestion de l'eau plus sophistiqués que ceux de nombreuses régions d'Europe jusqu'à l'époque romaine. Ils avaient des bains publics, des greniers à grains massifs et un commerce florissant qui s'étendait jusqu'au golfe Persique. C'était une société incroyablement organisée, propre et égalitaire. Contrairement aux Égyptiens et aux Mésopotamiens, nous n'avons trouvé aucun palais monumental, aucun temple grandiose dédié à des dieux ou à des rois divinisés. Il n'y a presque aucune représentation de la guerre, aucune preuve d'une armée permanente. Leurs dirigeants semblent avoir gouverné par le commerce et la religion plutôt que par la force. Mais le plus grand mystère de la civilisation de l'Indus est double. Nous ne pouvons pas lire leur écriture, et nous ne savons pas pourquoi ils ont disparu. Leur système d'écriture, composé de plus de 400 symboles uniques, a été retrouvé sur des milliers de petits sceaux en stéatite. Mais les inscriptions sont trop courtes pour être déchiffrées sans une pierre de rosette. Nous ne connaissons pas le nom de leur roi, de leur dieu, ni même le nom qu'ils se donnaient. Ils sont la plus grande civilisation anonyme de l'histoire. Puis, vers 1900 avant Jésus-Christ, après des siècles de stabilité et de prospérité, tout s'est effondré. Les villes ont été progressivement abandonnées. La qualité de la construction a diminué. L'écriture a disparu. En quelques siècles, cette vaste et brillante civilisation a tout simplement cessé d'exister, sa mémoire s'effaçant jusqu'à sa redécouverte accidentelle. Que s'est-il passé? La théorie la plus ancienne, celle d'une invasion par des tribus aryennes, a été largement discréditée faute de preuves archéologiques de bataille ou de destruction massive. L'hypothèse la plus probable aujourd'hui est liée au changement climatique. La civilisation de l'Indus dépendait des pluies de la mousson pour son agriculture. Des études paléoclimatiques suggèrent qu'un affaiblissement et un déplacement des moussons sur plusieurs siècles ont pu provoquer des sécheresses prolongées, asséchant les rivières qui étaient l'artère vitale de la région. Cela aurait entraîné l'effondrement de l'agriculture, la famine et une migration massive des populations vers des régions plus humides à l'est, où leur culture se serait diluée et transformée. D'autres théories évoquent des tremblements de terre qui auraient pu détourner le cours des fleuves ou des épidémies dévastatrices. Il est probable qu'une combinaison de ces facteurs soit responsable, mais l'ampleur et la rapidité de l'effondrement restent stupéfiantes. Comment une société si vaste, si bien organisée et si résiliente pendant des siècles a-t-elle pu s'évanouir si complètement, sans laisser derrière elle de récit de sa propre fin? Le silence de la vallée de l'Indus est un avertissement puissant. Il nous rappelle que même les civilisations les plus sophistiquées sont fragiles, à la merci de forces qui les dépassent. Et il nous laisse avec cette question lancinante. Sans leur écriture, saurons-nous jamais vraiment qui ils étaient et ce qui leur est réellement arrivé? La batterie de Bagdad, de l'électricité il y a 2000 ans? Parfois, les plus grands mystères ne sont pas des monuments colossaux, mais de petits objets modestes qui n'ont l'air de rien. En 1936, lors de fouilles près de Bagdad, en Irak,
l'archéologue allemand Wilhelm König découvre une collection d'artefacts de l'époque Parthe, datant d'environ 200 avant Jésus-Christ. Parmi eux se trouve un objet particulièrement étrange. Un pot en terre cuite de 13 cm de haut, scellé avec un bouchon de bitume. À travers le bitume passe une tige de fer, entourée d'un cylindre de cuivre. Le cylindre et la tige sont isolés l'un de l'autre, et le pot ne montre aucune trace d'avoir contenu autre chose qu'une substance acide, aujourd'hui disparue. König, observant cette configuration, a une intuition fulgurante. Cet objet ressemble de manière troublante à une pile électrique rudimentaire. Il l'a surnommée la batterie de Bagdad. La théorie est simple. Si l'on remplit le pot avec un électrolyte, comme du jus de raisin, du vinaigre ou de l'eau salée, tous disponibles à l'époque, l'interaction chimique entre le cuivre et le fer produit une tension électrique, un petit courant continu d'environ 1 volt. Des répliques modernes ont prouvé que cela fonctionnait parfaitement. La question n'est donc pas de savoir si l'objet pouvait produire de l'électricité, mais s'il a été conçu pour le faire. Si c'est le cas, cela bouleverse notre histoire de la technologie. La découverte de l'électricité est officiellement attribuée à Alessandro Volta en 1800 avec l'invention de la pile voltaïque. La batterie de Bagdad suggère que le principe de la pile électrochimique aurait pu être connu 2000 ans plus tôt. Mais pourquoi faire? Un courant de 1 volt est très faible. Il ne peut pas allumer une ampoule ou alimenter un appareil. Cependant, plusieurs de ces batteries connectées en série pourraient produire une tension plus élevée. L'une des théories les plus populaires est celle de la galvanoplastie. Un petit courant électrique peut être utilisé pour déposer une fine couche de métal précieux, comme l'or ou l'argent, sur un autre objet métallique. Des objets plaqués d'or de cette époque ont été trouvés, et la galvanoplastie est une méthode beaucoup plus efficace et uniforme que les techniques de plaquage au mercure. Une autre hypothèse suggère une utilisation médicale, peut-être une forme d'électroacupuncture ou pour créer une sensation de picotement magique ou divin dans des contextes rituels. Les prêtres auraient pu utiliser ces objets pour impressionner les fidèles, en faisant croire qu'ils pouvaient animer des statues ou produire des étincelles divines. Bien sûr, la communauté scientifique reste sceptique. Les archéologues traditionnels soutiennent que l'objet n'est rien de plus qu'un récipient pour stocker des parchemins sacrés. La tige de fer aurait servi à enrouler le papyrus ou le parchemin, et le cylindre de cuivre l'aurait protégé. Le bouchon de bitume aurait simplement assuré l'étanchéité. Le problème avec cette théorie est que l'on n'a trouvé aucun résidu de parchemin à l'intérieur, et la construction semble inutilement complexe pour un simple contenant. De plus, d'autres objets similaires ont été découverts, renforçant l'idée qu'il ne s'agit pas d'un artefact isolé. La vérité est que nous ne savons pas. Il n'y a aucun texte de l'époque décrivant l'électricité ou son utilisation. Si cette connaissance existait, elle était peut-être le secret d'une petite guilde d'artisans ou de prêtres, et elle s'est perdue avec eux. La batterie de Bagdad est un artefact hors contexte. Il nous murmure la possibilité d'un savoir technologique oublié, d'une étincelle de génie qui a brillé dans l'obscurité pendant un bref instant, avant que le monde ne soit prêt à la comprendre. Était-ce une pile, un contenant ou autre chose? Ce petit pot d'argile garde silencieusement sa charge de mystère. Les sphères de pierre du Costa Rica, la perfection sculpturale d'une culture perdue. Pour notre dernier mystère, nous nous rendons dans les jungles denses du Costa Rica, où un puzzle d'une perfection géométrique presque surnaturelle a été découvert. Disséminé dans le delta du Diki, plus de 300 sphères de pierre, où Las Bolas parsèment le paysage. Elles varient en taille, de quelques centimètres de diamètre à plus de 2,5 mètres, la plus grande pesant plus de 16 tonnes. Ce qui les rend si extraordinaires, c'est leur forme. Beaucoup d'entre elles sont presque parfaitement sphériques, avec une précision telle que leur fabrication reste un mystère. Sculptées dans du gabbro, une roche volcanique extrêmement dure, leur création aurait nécessité une habileté, une patience et une connaissance de la géométrie tout à fait remarquables. Elles ont été fabriquées par une culture précolombienne aujourd'hui disparue, la culture Diki, entre 600 et 1500 après Jésus-Christ. Cette culture n'a laissé aucune trace écrite. Tout ce que nous savons d'eux provient de leur poterie, de leur orfèvrerie, bien sûr, de ces énigmatiques sphères. Comment ont-ils fait? La théorie la plus acceptée est qu'ils ont commencé avec des blocs de roches massifs, qu'ils ont grossièrement façonnés avec des outils en pierre,
puis qu'ils ont méticuleusement martelé et poli la surface pendant des années, peut-être en utilisant du sable comme abrasif et en vérifiant la courbure avec des gabarits en bois. C'est plausible, mais cela n'explique pas le degré de perfection atteint sur les plus grandes sphères. Atteindre une telle rotondité sur une pierre de 16 tonnes avec des outils primitifs est un exploit qui frôle l'impossible. Mais le comment n'est que la moitié de l'énigme. Le pourquoi est encore plus obscur. Lorsque les sphères ont été découvertes dans les années 1930 par des ouvriers défrichant la jungle pour des plantations de bananes, beaucoup ont été endommagées ou déplacées. Certaines étaient disposées en ligne, en triangle ou en carré, suggérant des alignements astronomiques. D'autres semblaient marquer l'entrée de résidences importantes. Malheureusement, la plupart des alignements originaux ont été perdus, nous privant de leur contexte. Les légendes locales racontent que les sphères contiennent de l'or, ce qui a conduit de nombreux chasseurs de trésors à les dynamiter sans jamais rien trouver. D'autres mythes disent qu'elles sont les boulets de canon de Tara, le dieu du tonnerre. Les théories modernes vont des marqueurs de territoire à des symboles de statut, en passant par des dispositifs astronomiques ou des représentations d'étoiles et de constellations. Leur surface parfaitement lisse et leur forme pure leur confèrent une qualité presque abstraite, comme si elles étaient des symboles d'un concept plutôt que des objets fonctionnels. Leur fabrication a cessé brutalement après la conquête espagnole au XVIe siècle et le savoir de leur création a été perdu à jamais. Aujourd'hui, elles reposent silencieusement dans des parcs, des musées ou des jardins privés, déconnectés de leur emplacement et de leur but d'origine. Elles sont une forme d'art pur, une obsession pour la perfection géométrique qui nous vient d'un peuple sans nom et sans voix. Que représentaient-elles pour leur créateur? Un modèle du cosmos? Un symbole de pouvoir? Une quête spirituelle pour créer la forme parfaite? Ces sphères lisses et silencieuses sont peut-être le mystère le plus pur de tous. Elles ne contiennent aucun code, aucune fonction évidente. Elles sont simplement là, parfaites, déroutantes et magnifiques dans leur silence. Du livre illisible aux sphères parfaites, en passant par l'ordinateur antique et le temple de l'aube des temps. Chaque mystère est une porte. Une porte qui s'ouvre non pas sur des réponses, mais sur des questions encore plus profondes. Il nous rappelle que l'histoire n'est pas une ligne droite et bien rangée, mais un labyrinthe rempli de chemins oubliés, de génies méconnus et de possibilités que nous avons à peine commencé à imaginer. La science continue de chercher, de creuser, d'analyser. Mais pour l'instant, ces énigmes demeurent. Des échos d'un passé qui nous défie, nous inspire et nous invite à regarder le monde avec un peu plus d'émerveillement. Car les plus grandes découvertes ne sont peut-être pas devant nous, mais enfouies très loin derrière, attendant patiemment que nous soyons prêts à les comprendre.